Donc au départ, je suis ingénieur agronome, ayant travaillé beaucoup à l'Agence française de développement sur les agricultures paysannes familiales dans le monde et en particulier en Afrique. Puis la retraite arrivant, je me suis beaucoup plus mis avec les associations dans lesquelles je militais déjà sur les problèmes de la démocratie, sur les problèmes de la qualité démocratique. Donc j'ai animé pendant un temps l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique et je suis aussi à démocratie et spiritualité. Donc ce que je vous propose, c'est 4 temps. Un premier temps, pourquoi mon intérêt pour l'éthique du débat et la construction des désaccords, comment je m'y suis mis. Un deuxième temps, qui est un exemple de construction de désaccords à partir du mariage pour tous. Un troisième temps, qui, le débat mouvant étant au cœur de la construction des désaccords, les débats mouvants qu'on a fait sur la fin de vie, puisqu'on a présenté un avis au Comité consultatif national d'éthique, et en dernièrement, des conclusions qui rejoindront plus le point de vue précédent avec Ricoeur. Alors, donc en fait, à Démocratie et Spiritualité, avec d'autres associations comme La Vie Nouvelle, on s'est retrouvé à Saint-Denis à faire un colloque sur la politique au regard de la spiritualité. Et dans ce colloque, on a beaucoup réfléchi sur réfléchir et agir ensemble l'éthique du débat. C'était un des points centraux de notre colloque. Et là-dessus, avec un ami qui s'appelle Patrick Bou, qui a fait pas mal de bouquins par ailleurs. Donc ça, c'était fin 2016. Les gens nous ont dit « Génial, votre truc !» Mais nous, militants, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et on a réfléchi pendant 3 ans pour accoucher en 2011 du pacte civique. Et donc, dans ce pacte civique, il y avait des gens avec qui on a bossé, comme Patrick Vivray. Et donc, le pacte civique démarrant, avec Patrick Vivray, qui avait cette idée de construction des désaccords féconds, on a organisé à Grenoble, puis à Paris, des constructions de désaccords féconds pour voir comment ça marchait sur une journée. Donc je vais vous raconter ça après. Et puis, depuis ce temps-là, disons, moi je me suis concentré sur le cœur de la méthode. Au lieu de passer une journée, en une soirée, en 2 heures, 1 heure et demie, j'ai animé de très nombreux débats mouvants sur les problèmes des migrants, sur l'éducation, les conventions citoyennes sur l'Europe, des démarches sur la qualité démocratique, comment on fait avec le CAC, le collectif des associations, comment on fait de la démarche de démocratie association, sur la fin de vie, etc., etc. Donc, attaquons maintenant la construction des désaccords en prenant donc le cas qu'on a traité le 8 janvier 2013 avec 60 personnes, avec Patrick Vivray et sa compagne qui nous animaient. Le sujet était déterminé à l'avance. Donc, dans certains cas, si on fait de la pédagogie, de l'éducation, on peut n'avoir pas déterminé le sujet à l'avance, mais là, le sujet était déterminé, c'était celui-là. Ensuite, on a commencé par une cartographie permettant de clarifier le thème. On a passé donc 1 heure à mettre des post-it sur ce qu'évoquait pour nous le mariage pour tous. Question de clarification, point d'accord avec mariage pour tous, problème que ça nous pose, avis mitigé, etc. Donc il y avait, et à partir de là, donc s'étant bien chauffé les ménages, on a fait un débat mouvant sur un item qui était en fait finalement comment on formulait le mariage pour tous. Est-ce que, disons, il fallait prendre les termes de la loi, ce qui semble, à mon avis, plus honnête, qui est mariage de personnes de même sexe? Est-ce qu'il fallait parler de mariage homosexuel? Est-ce qu'il fallait parler d'union civile? Comment on mettait le Pax là-dedans, etc. Donc on a eu un grand débat
pour essayer à la fois de lever les malentendus et de clarifier les positions. Donc ça, c'était la deuxième étape, un débat mouvant à la méthode Vivray. Moi, j'ai une méthode un peu différente, mais ça dépend des thèmes qu'on aborde. Ensuite, dans une troisième étape, on a pris un des malentendus, un des problèmes qu'on a approfondi, celui de l'union civile. Il y avait quelqu'un qui était pour l'union civile, disant union civile, union civique, ça permet de ne pas injurier les mots, la définition initiale du mariage étant entre hommes et femmes. Et après, disons, on a fait une évaluation. Donc voilà comment on a travaillé sur ce thème pendant une journée. Donc on trouve tous les comptes rendus de cela, je crois, je ne sais plus où, je crois sur le site du Pacte civique. Ensuite, m'étant mis sur les débats mouvants, je vais vous raconter un petit peu comment on a travaillé sur la fin de vie pour préparer notre avis au Comité consultatif national d'éthique. On a commencé, là je vais y revenir, par une première réunion en janvier 2018 sur éclairer le sujet grâce à un débat mouvant, voir un peu quelles étaient les positions des uns et des autres là-dessus, voir quels étaient nos désaccords. On a continué par un groupe de parole sur les émotions. Un certain nombre d'entre eux, nous, ont voulu travailler sur les émotions qu'ils avaient eues par rapport, par exemple, à des morts de proches. La troisième réunion, après tout un travail intermédiaire de l'autre animatrice Valérie Pénicaud, elle a beaucoup travaillé sur tous les textes, sur tous les bouquins qu'il y avait là-dessus, etc. Et après, donc, elle nous a aidés à retravailler. Et on a recommencé la réunion d'après par un petit débat mouvant sur « Je suis favorable à l'évolution de la loi sur la fin de vie ». Donc il y a ceux qui étaient favorables ou pas. La majorité du groupe s'étant montré plutôt défavorable. Mais on a eu donc d'abord ce débat préliminaire, puis après on a travaillé un peu moins nombreux, ceux qui étaient vraiment intéressés, à préparer notre avis pour le comité constitutionnel d'éthique qui a été fait le 3 mai 2018. Alors, quelques éléments maintenant sur notre débat mouvant sur la fin de vie. Comment est-ce qu'on a procédé ? On a procédé par une phase préalable de préparation où ceux qui étaient intéressés envoyaient les items, les phrases, par exemple, comme je vous en ai cité une, je suis favorable à l'évolution de la loi sur la fin de vie, les phrases qu'on voulait discuter. On a reçu ainsi 8 propositions de phrases. Puis, avec ceux qui étaient là, qui n'avaient pas participé, on a rajouté 6 autres phrases. Après, on a voté, puisqu'on n'avait pas le temps toute la soirée, de faire 14 items. On a voté sur les items qu'on voulait traiter. Et donc, il y a des items qui ont été très consensuels. Donc moi, ma divergence principale avec Patrick Vivray, c'est que dans notre époque où on est trop dans la déconstruction et l'alternatif, moi je préfère appeler ça construction des accords et des désaccords féconds. Donc on a une petite divergence de nomination, mais qui ne va pas plus loin que cela. Alors, parenthèse, pourquoi le mot fécond ? Parce que c'est fécond pour faire du lien, mais aussi quand vous êtes sur une question très politique, qui va revenir dans le débat 10 ans après, vous gardez tous les éléments des minoritaires qui ont eu des positions qui n'ont pas été retenues par, finalement, la décision politique qui a été prise, et vous repartez de cela pour enrichir le débat. Donc c'est fécond. Et c'est fécond, alors, troisième point, parce qu'on y pratique l'éthique du débat. Parce que s'il n'y a pas d'éthique du débat, vous ne pouvez pas faire une construction des accords féconds. Alors, je prends quelques exemples de propositions. Les soins palliatifs ne sont pas incompatibles avec la dépénalisation de l'euthanasie. Donc, on a eu un consensus là-dessus. Deuxième consensus, on ne peut tout régler par la loi, chaque cas est singulier. Mais
ce qui est très intéressant dans la méthode du débat mouvant, c'est pourquoi il est mouvant, notre débat. Vous avez la phrase là qui est citée, on ne peut tout régler par la loi, chaque cas est singulier, c'est la phrase de départ. Il y a les gens qui disent d'accord, qui vont dans un coin, les gens qui disent pas d'accord, qui vont dans un autre coin, les gens qui disent je sais pas, j'ai besoin de réfléchir encore, et les gens qui disent oh moi je veux reformuler, ça m'intéresse, mais on pourrait la formuler. Dans le cas présent, on est arrivé à une reformulation après un débat mouvant. La loi doit laisser des espaces appropriés qui permettent la prise en compte par d'autres instances, Conseil d'État, etc., des cas singuliers. Alors ensuite, on avait comme phrase « Il y a une liberté et une dignité à anticiper sa mort, un désir de rester sujet jusqu'à la fin de sa vie ». Et donc, on a été amené à distinguer deux sous-propositions. Le désir de rester sujet jusqu'à la fin de sa vie est primordial, et on doit respecter chaque personne, consciente ou inconsciente, jusqu'à la fin de son existence. Voilà donc comment ça s'est traduit. Et puis ça s'est traduit aussi par une discussion, un débat sur la possibilité ou pas d'anticiper la mort. Et puis la dernière proposition qu'on a eu le temps d'aborder ce soir-là, c'était « La foi en une seconde vie après la mort aide à quitter la première ». Et ça a été reformulé « Avoir trouvé un sens à la ou à sa vie peut aider à donner un sens à sa mort ». Donc voilà un exemple donc, de débat mouvant. Alors à partir de là, on peut tirer, je peux vous donner des leçons, des recommandations pratiques. Comment est-ce qu'on peut réussir un débat mouvant? Et puis on peut aller plus sur le fond, des problèmes de fond. Donc si vous voulez qu'on voit les recommandations pratiques, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais sur des problèmes de fond. Un des grands problèmes de fond, c'est les mots. Tout à l'heure, on a parlé du mot mariage. Donc, fondamental, il faut définir les mots avant de démarrer, bien clarifier les mots, avoir des définitions claires. Et pour réussir un débat mouvant, il faut être capable d'avoir les références qu'il faut, soit législatives, soit des cas concrets qui ont été exemplaires là-dessus, etc., pour s'y référer. Alors, deuxième élément, c'est, en fait, dans un débat mouvant, ce qui est intéressant, c'est de décloisonner les pensées. C'est-à-dire, comment on aide chacun à se remettre en cause, chacun à faire des pas de côté. Première réaction, c'est dire, mais ce type-là, il me dit quelque chose, mais ça me dérange, c'est pas possible. Comment se laisser déranger, accepter de se laisser déranger. Et donc, il s'agit de nous décloisonner, de nous ouvrir, avoir l'ouverture d'esprit. Tout le problème de reformulation, c'est un problème de discernement collectif, d'intelligence collective. Comment le débat mouvant aide à aller vers une intelligence collective, une capacité de discernement en groupe. Moi, mes meilleurs souvenirs de discernement, c'est dans des conseils syndicaux. À l'Agence française de développement, j'étais donc un syndicaliste actif, et on avait de nombreux débats. Est-ce qu'on fait un tract pour dire que la direction générale est nulle? Est-ce qu'on dit qu'il faut le franc CFA, il faut arrêter? Est-ce qu'on va les défiler avec la CGT sur tel truc général? Est-ce que, disons, il faut qu'il y ait la même augmentation de salaire, la même prime pour les hauts salaires et les bas salaires? Donc on a en permanence des débats. Donc comment on discerne, soit pour faire le tract, soit pour aller disons, se confronter avec la direction générale. Ayant la chance d'être dans une boîte où les confrontations étaient sympathiques. J'ai fait des bouquins où le matin, je discutais avec ma direction générale en comité d'entreprise pour la contrer, et l'après-midi, on discutait comment on allait faire ma préface du bouquin que j'avais fait avec le gars que le matin avec qui je m'affrontais.
Voilà, donc c'est la chance des boîtes où il y a de la relation humaine, ce qui était important, parce que quand on travaille dans les problèmes de développement avec des gens d'autres cultures, si on n'a pas un minimum d'ouverture et de relation, on ne va pas très loin. Alors, sinon, un autre point, je pourrais en mettre des tas, mais pour ne pas être trop long, un autre point qui me semble important, c'est le temps de l'évaluation à la fin. Et donc, là-dessus, il y a des tas de méthodes d'évaluation. Donc, il peut y avoir l'évaluation personnelle. Donc, chacun remplit un petit questionnaire, on dépouille après. Il peut y avoir le petit tour de table, on n'a pas beaucoup de temps. Quels sont les 2-3 mots qui vous viennent, que vous dites? Et puis, il peut y avoir vraiment le temps passé, etc. Donc, selon le temps qu'on a, les possibilités. Et alors, pour moi, j'insiste, ce que j'adore, c'est quand il y a l'observateur extérieur. C'est-à-dire la personne qui ne s'est pas trop impliquée, mais qui parle le premier, puis après stait et observe ce qui se passe, et qui vous retraduit. Ce qu'on a fait, par exemple, le soir, on a travaillé sur la fin de vie. Il y a un certain nombre de points qui sont sortis. Il nous a dit, vous avez merdé à tel moment parce que vous n'aviez pas de définition précise, un tel a interrompu tout le temps, il nuait l'ambiance du débat, un tel est parti très longuement dans l'histoire de sa vie, c'était pas le sujet, etc., ou ça a débordé un peu trop. Donc voilà quelques éléments. Pour conclure, deux types de conclusions. Une conclusion donc plus pratique. Donc l'éthique du débat permettant la médiation, on y est en plein actuellement avec le grand débat. Et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec le grand débat, c'est les méthodologies qui sont prises. Et donc nous, Pacte Civique, on anime des grands débats avec d'autres associations. Par exemple, dernièrement à Lyon, on a fait un débat mouvant sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, que certains appellent citoyenne délibérative. Et donc, sur cette affaire-là, vous pouvez aller sur le site du Pacte Civique, vous pouvez sans doute le trouver, il y a les 6 points qu'ils ont abordés sur le RIC, bien présentés, etc. On voyait au grand débat comment ils ont fait leur grand débat sur ce. Alors là, ils ont pris une petite variante par rapport à la méthode du débat mouvant. Ils ont pris la méthode colibri. Au lieu d'aller dans les 4 coins, ils étaient 70-80. C'était un peu difficile. On se met sur une ligne. Il y a ceux qui sont pleinement d'accord et ceux qui sont pleinement désaccords, et selon qu'on est au milieu, plus ou moins, etc. Donc c'est une autre méthode possible de mouvement. Sinon, l'éthique du débat et le journalisme. Donc mon prochain bouquin, qui est en cours d'édition, je ne sais pas quel va être le titre, mais pour le moment j'ai des titres trop longs si vous avez des idées. Donc mon prochain bouquin, ça va s'appeler « Un regard croisé sur le journaliste pour une pratique interactive citoyenne des médias ». Pour une pratique. Donc on est bien d'accord, mais donc c'est les messages. Donc l'histoire du regard croisé, très important. C'est les journalistes, c'est les spécialistes des médias de com qui parlent là-dessus, comment des citoyens peuvent causer là-dessus. Donc moi je fais des courriers des lecteurs en permanence, j'interviens en permanence auprès des médiateurs de la radio, de la télévision, je vais gueuler vers les syndicats quand ils sont en grève et qu'on ne peut pas les voir et comprendre la grève, pourquoi ils sont en grève à Radio de France. Dernièrement j'avais 2 pages sur les grèves, à la fois des ouvriers du livre, etc., repris par un médiateur la médiatrice de Radio France, etc. Donc je suis en plein dans le sujet, et en plein dans le sujet parce que j'ai participé avec France Culture, France Info et La Croix à la soirée qu'on a organisée justement sur médias citoyens et quel lien, comment on fait. Donc ça, c'est un de mes sujets favoris actuellement. Je ne m'étends pas plus parce que je pourrais être long. Pour le milieu médical, je connais très mal. Donc moi, j'ai juste 2 messages là-dessus. Pour moi, j'aime bien quand on est
dans la problématique se soignant-soignant, s'éduquant, éduquant. Donc bien voir. Bon, premier message. Deuxième message, voyant des émissions, des films là-dessus, j'étais intéressé le jour où j'ai vu que dans un service qui marchait mal, il y avait la boîte à idées. On a dépouillé les idées, mais derrière, il n'y a pas eu la capacité d'animer le débat derrière. Bon. Donc, ayez la capacité d'animer les débats derrière. Osez, apprenez un petit peu, prenez confiance, osez. Si on n'ose pas, c'est toujours les mêmes grandes gueules qui vont envahir le terrain. Alors maintenant, on va aborder plus le problème éthique. Donc, dans le bouquin que j'ai fait là-dessus, donc Pratiquer l'éthique du débat, le défi de la délibération démocratique, la première partie porte beaucoup plus sur l'éthique du débat, et la deuxième partie de la première partie s'appelle « Des fondements éthiques du débat à approfondir ». Et donc là-dessus, je vais vous en donner que deux reflets sur le problème de la dimension personnelle et collective. L'éthique du débat a une dimension à la fois personnelle et collective. Il s'agit de trouver des rapports justes et équilibrés entre le je et le tout, le tu et le nous, en prenant en compte les multiples possibilités d'interaction et de dynamique constructive. Il faut éviter de tomber dans le je-cela, où on reste dans le matérialisme, le superficiel, dans le moi-je, envahissant de l'individualisme, dans le je-je des personnes à identité double, dans le nous-eux du communautarisme, dans le nous-je, on s'exprime à la place des autres, ou dans le haut, qui rend flou la frontière entre ce que je pense et ce que pensent les autres. Plus largement, la façon dont nous traitons les rapports entre le je, personne, et le nous, communauté, conditionne la qualité des interactions entre le soi et l'altérité intérieure, comme entre le sujet et l'altérité extérieure. Ceci conduit à approfondir comment le débat permet de devenir un sujet pour un autre sujet, une personne pour une autre personne, un citoyen pour un autre citoyen. Alors après, j'aborde la dimension collective avec le respect de l'autre, la recherche collective du bien commun. Pour approfondir la dimension éthique du débat politique sur un plan collectif, il est intéressant de se référer à Paul Ricoeur, qui a travaillé sur la conflictualité de nos rapports humains. Il constate que la démocratie n'est pas un régime politique sans conflit, mais celui où les conflits sont négociables, ce qui suppose d'être capable d'intérioriser la conflictualité et de déplacer les mémoires jusqu'à les rendre capables de cohabiter. Il lui paraît alors beaucoup plus dangereux d'ignorer l'intersection de l'éthique et de la politique que de les confondre. Cela conduit à poser la question de la dimension théologico-politique du débat, quand la démocratie cherche un juste équilibre entre une approche horizontale basée sur l'échange interpersonnel ou intercitoyen et une approche verticale porteuse de sens. Ricoeur, se posant la question de l'alliance entre ces deux types de pouvoirs, donc le pouvoir de l'éthique et le pouvoir du politique, suppose qu'elle ne peut se concrétiser que grâce à une réelle confiance dans la capacité de nos sociétés à se tenir des conflits féconds. Et moi, je rajoute donc cette phrase, nous sommes dans des sociétés de délibération en recherche permanente d'équilibre. Merci.